Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting. Vincent Gann donc pour vous retrouver, il est 11 heures. Vous étiez avec Sylvain cet après-midi. Je vais vous proposer donc déjà quelque chose d'assez complet pour revenir sur la macro la semaine dernière qui a été bouleversante pour les marchés, qui s'ajuste agressivement aux statistiques américaines qui pourtant en début de semaine étaient solides. Maintenant tout le monde parle de ce rapport NFP, marché du travail US qui inquiéterait à nouveau. Reste qu'il s'agit d'un chiffre d'un mois qu'a priori la BLS, donc le département du travail aux États-Unis, relève un certain nombre de facteurs qui expliquent cette incapacité de l'économie américaine en mai à créer des emplois. Autant vous dire que s'il s'agit d'une parenthèse et que le prochain mois voit à nouveau l'économie US créer des emplois, on repart comme en 14 sur le dollar US. Mais nous n'en sommes pas là. Alors on va essayer de faire la synthèse de tout ça par les techniques. Vous avez sous les yeux l'avertissement, vous aviez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Euh, la macro, ça a toujours influencé le positionnement des principales banques centrales, surtout la Fed. La Réserve fédérale, pourquoi? Parce qu'elle le dit elle-même, elle est data dependent. Alors, sous vos yeux, vous avez quelque chose qui est très regardé par les marchés, hein, c'est les futurs sur les Fed Funds. À partir de ça, le marché en déduit des probabilités implicites de voir la Réserve fédérale agir, donc ce sont les anticipations du marché. Vous avez donc ici toutes les dates de réunion de la Réserve fédérale cette année. Bon, janvier, février, mars, le premier trimestre avait été décevant pour la macro US, puis après au mois d'avril, donc les statistiques reportées en mai concernant le mois d'avril, elles étaient très solides. Euh, Simplement la semaine dernière, les indicateurs du début de semaine, l'indice ISM, le PMI manufacturier qui dépasse les attentes aux États-Unis, commande de biens durables en croissance solide, la confiance du consommateur solide aussi aux États-Unis. Et puis, il a fallu donc attendre vendredi et les chiffres de l'emploi décevants. 38 000 créations d'emplois, le marché en anticipait 160 000. Par contre, baisse du taux de chômage. Mais attention, la partie salaire, elle, reste très solide. Salaire horaire moyen, toujours en progression aux États-Unis. Alors, il faut rester méfiant. Je trouve le marché beaucoup trop agressif. Au final, avec le recul, lorsqu'on regarde l'analyse technique de l'euro-dollar, bon, bah, on a tenu un bas de canal haussier. Ok, c'est toujours facile après coup. Mais reste qu'il était difficile d'être agressivement acheteur dans le bas de canal, vu la force récente du dollar US, vu ce qu'envisageait la Fed. Dès l'analyse technique, on passait sous certaines moyennes mobiles. Bon, bah, finalement, on finit la semaine en tenant le canal. C'est beau, c'est propre. Je pense qu'on ira à un 14, un 14,50 cette semaine. Alors, donc, sous vos yeux, une capture d'écran Bloomberg qui a été réalisée. Vous avez ici les dates de réunion de la Réserve fédérale et ici donc la probabilité implicite de voir la Fed augmenter ses taux. Actuellement, nous sommes dans le range 0,25-0,50. Une augmentation des taux signifierait donc que le range pour le refinancement auprès de la Réserve fédérale passerait dans le range 0,50-0,75. Avant le rapport NFP, c'était 30% la probabilité de relever les taux en juin. Et c'était supérieur à 60% en juillet et en septembre. Regardez, ces probabilités implicites se sont effondrées. 4% pour le 15 juin, 27 pour juillet, 35 pour septembre. Est-ce trop agressif? Probablement un peu trop. Aujourd'hui, il y a un élément qui compte. C'est le discours de Janet Yellen à Philadelphie devant le World Affairs Council et ça aura lieu à 18h30 de Paris. C'est donc la seule chose qui compte sur le plan macro pour aujourd'hui. Je vous mets ça dans le chat, discours de Yellen. C'est donc à 18h30 heure de Paris. L'idée c'est quoi? Si Madame Yellen ce soir nous livre une approche du type le mois d'avril, enfin les chiffres du marché du travail en mai aux États-Unis sont une parenthèse. Déjà, la BLS relève des raisons, des grèves. La grève Verizon aussi. Verizon, elle estime ça à presque 40 000 postes. Les conditions météo, a priori, aux États-Unis, qui auraient enlevé 80 000 postes. Donc au final, si on rajoute ces facteurs qui sont des facteurs de court terme, qui ne sont pas structurels pour le marché du travail US, mais conjoncturels, on retrouve les 160 000 créations d'emplois. Le salaire moyen continue de grandir, le taux de chômage au plus bas depuis plusieurs années. Bon, donc soyons méfiants. J'envisage donc rien de réellement directionnel. Par contre, cette semaine, bon,
Là, on est sous l'influence de ce rapport NFP, les probabilités de relèvement de taux ont chuté, donc on va malgré tout avoir, je pense, quelque chose d'haussier cette semaine sur l'euro-dollar. Vous avez sous les yeux l'agenda macroéconomique de la semaine. Notez, deux banques centrales majeures s'expriment. La RBNZ est attendue sur une baisse de taux pour la RBNZ, attention, donc la prévision Bloomberg 2%. Faudra donc être prudent. Bon, le rapport sur le marché du travail au Canada, l'indice de confiance de l'Université du Michigan aux États-Unis. Donc vous voyez que sur les statistiques fortes, c'est surtout ce soir, là, le discours de Madame Yellen à Philadelphie. Donc, restons prudents. Euh, que nous dit donc maintenant l'analyse technique? N'oublions pas donc que sur le plan macro, la BCE, elle n'avait rien changé la semaine dernière. Le problème de la macro au sein de la zone euro, c'est quoi? C'est toujours l'écart entre l'Allemagne et d'autres pays. Manque de convergence, ça le marché n'a jamais vraiment apprécié. Bon, c'est pour ça que la Banque centrale, elle maintient donc sa politique monétaire. Elle reste ambitieuse sur 2017-2018, un peu moins pour les prochains mois. Bon, bref, toujours la lente reprise macro au sein de la zone euro. Bon, vous avez vu donc ces probabilités implicites qui ont chuté donc vis-à-vis de la Fed. Une chose à noter ce matin, repli du rendement obligataire allemand de 6%, 0, je vous mets le live, 0,069%. Un rendement allemand à 10 ans négatif, le marché n'aime pas. C'est un papier hein, qui est dans les portefeuilles de nombreux gérants obligataires. C'est acheté par la BCE. Dès qu'il y a de l'aversion pour le risque, ça paye du Bund. Si ce papier propose, déjà le rendement il est nul, mais si ça devait devenir négatif, ça peut créer, en tout cas, la dernière fois que le rendement allemand à 10 ans s'est approché de zéro, il y a eu une réaction significative. Donc, prudence, prudence, prudence. Voilà donc pour l'introduction macro, une dizaine de minutes. Notez donc ce soir la conférence de presse de Madame Yellen à 18h30 heure de Paris. Que nous dit l'euro-dollar? Bas de canal haussier, rebond, divergence haussière, voilà. Bon, c'est toujours facile après coup. Signal d'achat au dépassement des 1,1216 $. Dépassement des moyennes mobiles, mais je n'envisage rien de directionnel, on s'est mis à plat. Malgré tout, je vous propose un objectif de cours pour la semaine, un 14,50. Voilà, je pense qu'on va y aller, un 14,50, peut-être un 14,60, c'est ce niveau horizontal. L'idée maintenant, c'est que, vous voyez, on a fait un grand corps, et là c'est étonnant, regardez le chandelier journalier actuel, on est tout en haut, il se passe rien, c'est... Bon, donc voilà, je pense que c'est plutôt bien orienté. Regardez en H4, on retrouve un superbe alignement des MM, MM20, MM50. Bon, l'idée c'est d'essayer d'attraper un retracement. Peut-être qu'il n'y en aura même pas, on fait un petit range. Moi j'ai une conviction, c'est qu'on va aller chercher un 14, un 14,50. Rappelez-vous la semaine dernière, même si clairement j'avais un biais sur l'euro-dollar, j'avais dit que je ne me prononçais pas, que je faisais du décorrélé parce que c'était soit 200 points de hausse, soit 200 points de baisse. Bon, bah, on a eu 200 points de hausse. Et il aura fallu attendre le rapport NFP pour avoir ces 200 points de hausse. Alors que je les attendais pour la BCE. Bon, finalement la BCE ça n'avait rien fait parce qu'elle n'a rien annoncé de particulier et finalement toutes les données macro et monétaires pour la zone euro elles sont connues donc il n'y a pas de bouleversement et le marché réagit quand il y a des surprises. Il réagit en termes de volatilité lorsqu'il est surpris. Donc voilà, pour l'hyper court terme maintenant, si je vais sur du H1 sur le taux de change euro-dollar, on fait un espèce de range alors hyper étroit entre 1,1325 et 1,1375 sans forme chartiste particulière. Notez simplement la prise d'appui sur MM 20 heures. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire. Là, je vais avoir du mal à vous trouver un bon point. J'ai une conviction qu'on va remonter un 14, un 14,50. Je suis méfiant ce soir quand même du discours de Yellen, mais je me souviens quand même d'une chose, Madame Yellen, elle faisait partie des... Dans le FOMC, elle fait partie... C'est pas un faucon. Elle fait toujours partie des gens d'Ovich. Et elle s'est fait un peu manger par les faucons en mai. Et peut-être qu'au fond, elle va retrouver un peu d'ascendant avec ce rapport NFP qui certes n'est qu'une donnée, qu'un chiffre, qu'un mois, donc peut-être que ça ne se confirmera pas, mais cette semaine on est sous son influence. En plus, Madame Yellen parle ce soir, elle peut retrouver un peu d'ascendant sur les faucons. Il n'y a pas de grosse statuesse avant vendredi. Bon, à moins que ce soir elle nous prenne tous à revers en disant peu importe, l'économie US est solide, on garde la ligne du resserrement monétaire. J'espère pas qu'elle va nous servir ça. Mais en tout cas, bon, il y a quand même une bonne probabilité cette semaine qu'on aille chercher un 14, voire un 14,50. Bon, je surveille la MMH4 qui va remonter assez rapidement en direction des cours.
Donc voilà, je vais vous montrer un autre chart, hein. C'est toujours pareil, c'est celui du DXY en bougie hebdomadaire, US Dollar Currency Index. Bon, 4 semaines de rebond, grosse semaine de baisse. Bon, la Fed elle est data dependent, donc c'est pas une surprise, mais par contre ça devient quand même une lecture hyper court-termiste. En tout cas, les marchés euh, réagissent à un chiffre violemment. Avant, pour former une conviction vis-à-vis d'une banque centrale, il fallait quand même plusieurs statistiques, plusieurs données, et une réflexion, un certain temps de réflexion. Maintenant, un chiffre, bon, bien sûr c'est le rapport NFP, c'est le plus important d'entre eux, et le marché reverse, de presque à 100%. Techniquement parlant, en tout cas, admettons que pour, imaginons un analyste qui ne regarde pas la macro, mais qui fait uniquement l'analyse technique, il avait un bas de canal, potentiellement il pouvait l'avoir payé, on a fait une espèce d'épaule tête-épaule inversée en intraday, entre un 11 et un 12-16, ok c'est facile après coup. Mais voilà, donc un 14 à 4,50. Notez dans les premiers supports à plat, on a éventuellement la MM50 qui est à 1,1310, quelque chose comme ça. Voilà. Alors ça c'était pour l'euro-dollar. Alors cette semaine, je vous ai montré ça à l'instant. Cette semaine, il y a deux banques centrales majeures qui s'expriment. Alors majeures parce que ce sont des devises, même si ce ne sont pas des économies dominantes, ce sont des devises qui ont une importance sur le marché des changes. Vous pouvez prendre le dernier rapport triennal de la Banque des règlements internationaux. Vous allez voir que le dollar néo-zélandais et le dollar australien ont un rôle parce que voilà, ça fait partie des marchés, des devises sur le marché des changes flottants qui composent minoritairement certes, mais un peu les réserves de change des États. Alors, la nuit prochaine, à 6h30 du matin, c'est la Banque centrale d'Australie qui s'exprime. Elle n'est pas attendue sur ses taux, le marché attend un statu quo. Notons que la UD-USD a baissé tout au long du mois de mai. A-t-il terminé de baisser? La semaine dernière est intéressante. Mais bon, j'ai regardé le RSI Weekly sur 50. Je ne peux pas être haussier sur la UD-USD tant qu'on est sous 73,85. Rappelez-vous, c'était à l'époque la ligne de coup d'un double top qu'on avait brisé à la hausse, c'était en février, pour atteindre presque 0,80, pour retomber. C'est possible que là, on se mette simplement en range. En tout cas, bon, on a fait une belle semaine d'avalement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 semaines de baisse sur la UD-USD qui se stoppe. Bon, si en effet on dépasse 73,85, ça redeviendrait un soutien pour les cours. Mais là, c'est une résistance, donc j'aurais tendance à être méfiant sous ce niveau de cours. Après, bon, s'il y a un statu quo de la RBA, et si vous prenez la macro récente en Asie, par exemple en Chine, bon, il n'y a pas eu de bonne surprise, il n'y a pas eu de mauvaise surprise non plus. La semaine dernière, les marchés actions chinois, ils ont bien progressé, les PMI manufacturiers chinois étaient à peu près en ligne. Donc voilà, ça peut s'y permettre peut-être à la UD de repartir. Mais 73,85 c'est une résistance. Alors les paires en yens, bah écoutez, objectif atteint sur l'USD yen, je vous avez proposé un retour à 107,66, c'est plus que fait. Idem sur le GBP yen, je vous avais proposé cette cible qui était une cible de Fibonacci. Alors une extension, le 100% d'extension de l'avalement baissier qui avait été fait sous 164 yens, ça a été atteint. J'aurais tendance, si j'avais été vendeur, si je fais partie, si je suis un trader, et que j'ai été vendeur du GBP yen tout en haut, que j'ai été vendeur de l'USD yen tout en haut, à commencer à envisager de prendre des bénéfices. Alors, ça reste sous pression, hein, mais voilà, il n'y a pas non plus de raison de vouloir reverser. En plus, bon, le dollar US, je pense, va encore un peu baisser cette semaine. Il est possible que le taux de change USD yen eh bien, reviennent précisément tester les 105,50, voire à nouveau les 106,13. Mais voilà, donc on a à nouveau une résistance maintenant à 107,63. 107,63 et 108,26 sont les deux premiers niveaux horizontaux. Alors on va regarder les marchés actions après, puis on va regarder les rendements obligataires. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Euh, Ok, alors le NZD USD, on va en parler parce que le marché attend cette semaine une baisse des taux. Enfin, le marché, le consensus qui est relevé par Bloom. Euh, Moi, d'expérience, le NZD USD, les stratégies de breakout, ça marche pas. Ça marche sur retracement, le kiwi dollar. Déjà, moins de liquidité que sur d'autres majeurs.
Décision en matière de taux de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Actuellement, nous sommes à 2,25. Le marché envisage une baisse à 2%. Bon, rappelons que la RBNZ n'a rien fait euh, la semaine, il y a quelques semaines lorsqu'elle s'est exprimée. Bon, c'est là où c'est un peu délicat. Le NZD-USD a certes redépassé 0,6850, 0,69. Bon, le dollar US est sous pression et éventuellement on pourrait remonter vers 0,7050. Mais bon, si la RBNZ baisse ses taux, je pense que dans un premier instant, ça peut faire baisser le dollar néo-zélandais. Même si le marché l'attend a priori d'après Bloomberg. Bon. Donc, l'idée c'est quoi? La RBNZ, elle s'exprime mercredi à 23 heures. Si le dollar US est sous pression dès le début de semaine, peut-être que le kiwi dollar peut remonter vers 0,70 avant, avec la faiblesse du dollar, avant la RBNZ. J'aurais tendance à pas être plus ambitieux que cela. Donc une remontée vers 0,70, voire 0,7050. Tout comme donc euro-dollar me semble pouvoir pousser vers 1,14, voire 1,1450. La seule incertitude, c'est Madame Yellen ce soir. Si elle reprend donc un peu d'ascendant sur les faucons, on restera donc dans l'influence de la publication vendredi dernier des chiffres de l'emploi donc pour le mois de mai aux États-Unis. Alors, je vais regarder vos premières questions sur le FX. Alors, comment le taux de chômage a-t-il pu baisser avec ce rapport NFP? Alors, l'explication est simple. Le taux de chômage, c'est la part de la population active qui n'a pas donc de travail. La population active, c'est la population qui soit est occupée, soit à la recherche d'un emploi. D'accord. Et la population et ce qu'on appelle le taux de participation, c'est ce que représente la population active sur la population totale. Si vous avez regardé en détail le rapport de la BLS, le taux de participation a baissé de 0,2 points de pourcentage. Une partie donc des Américains qui étaient à la recherche d'un emploi a cessé de l'être. A cessé de l'être en mai. Donc, ce qui explique mécaniquement la baisse de 0,2 points du taux de chômage. Tout simplement. La population active a diminué. Donc forcément, lorsque vous ramenez la part de la population active qui est à la recherche d'un emploi sur la population active totale avec la baisse du taux de participation, vous retrouvez cette baisse de 0,2 points. Donc peu importe en fait. Ce qu'il ne faut pas croire, c'est que ces 38 000 créations d'emplois ont été suffisants pour faire baisser le taux de chômage. Ça a probablement pas joué beaucoup, par contre, c'est réellement donc cette baisse du taux de participation. Ce qui peut être aussi dû à ces phénomènes, à ces conditions météo qu'évoque le rapport de la BLS, que la BLS estime d'ailleurs à environ 80 000 postes non créés pour ces conditions climatiques. Ce qu'il ne faut donc pas éventuellement négliger, c'est que ce qui n'a pas été créé en mai dû aux grèves chez Verizon ou à ces conditions météo, c'est peut-être une parenthèse qu'on retrouverait finalement dans le prochain rapport, qui lui pourrait être donc assez incroyable s'il ne s'agit que d'un report de création d'emplois. Donc, mais pour l'instant, on n'en est pas là. C'est peut-être aussi le marché du travail US qui commence à faiblir. Donc, c'est pour ça qu'au fond, il ne faut peut-être pas exagérer les conséquences. Pour la semaine, ça fera quand même baisser le dollar US. Cela reste qu'un chiffre. Et au fond, il va falloir se... En économie, il y a un principe, vous savez, lorsqu'on parle de récession, on parle de récession lorsqu'on a 2 trimestres consécutifs qui sont négatifs. Et de manière générale, en macroéconomie, avant de se forger une opinion de fond, l'idéal, c'est qu'un chiffre soit confirmé par le suivant. Donc on ait 2 données consécutives qui vont dans le même sens. Et c'est souvent aussi cette façon-là, c'est la bonne façon, je pense aussi, d'aborder les chiffres du marché du travail, donc le rapport NFP. Donc prochaine échéance, le premier vendredi du mois de juillet. Et ce qui n'empêchera pas cette semaine que je pense que certaines paires en dollars peuvent progresser davantage. Alors, le GBP USD. Le GBP USD, c'est bien sûr le dollar US. D'ailleurs, le dollar US est sous pression désormais. L'analyse technique du câble, elle est propre. C'est un range 1,4350, 1,4769. En ce qui me concerne, le Brexit, je n'y crois pas, mais cela crée une forme d'attente sur le marché, ou en tout cas du stress. Parce qu'au fond, cela reste un référendum, c'est démocratique, et le peuple anglais, il peut choisir ce qu'il veut.
Donc, encore une fois, Merrill Lynch nous rappelait la semaine dernière que parmi tous les facteurs d'inquiétude des marchés, au-delà de la Fed, au-delà de la macro un peu partout dans le monde, euh, ou des taux d'intérêt, le Brexit reste en ligne de mire. En plus, là, c'est bientôt, hein, c'est dans c'est le 23 juin, c'est le jeudi 23 juin, donc c'est dans 2 semaines et demie. Le GBP USD, le câble, la livre sterling, je pense qu'elle peut être intéressante sur support. Alors, avec un dollar US désormais sous pression et un GBP USD proche des 1,4332, en partant du principe qu'on aurait un rectangle, on a donc réagi sur un support qui pourrait permettre une remontée du câble. Après, parmi toutes les paires en dollars, si vous devez faire un choix entre l'euro-dollar pour remonter davantage ou le GBP USD, vu la volatilité propre à la livre sterling, c'est peut-être plus sécure d'aller sur du taux de change euro-dollar, parce qu'il n'y a pas de problématique pour l'euro. Bon, bien sûr, c'est lié, il y a aussi c'est bien sûr lié au risque de Brexit, mais la livre sterling est plus concernée en première intention en tout cas. Étant donné que la semaine dernière, la BCE est restée sur ses positions et que sur le plan macro, il n'y a pas eu de révolution au sein de la zone euro lorsqu'on regarde les PMI manufacturiers, bon, pourquoi pas aller à 1,14 ou 1,1450. Alors, question de visiteur, quel est le lien entre l'euro-dollar et l'US dollar index? US dollar index, qui est donc ici. Alors, le lien, il est très simple. L'US dollar index, celui que vous avez sous les yeux, donc qui est sur la plateforme de trading là, c'est le CFD US dollar là, ça représente, enfin, c'est la moyenne arithmétique de 4 taux de change, dont 25% d'euro-dollar. Donc, les mouvements de l'euro-dollar pèsent à hauteur de 25% dans ce que vous avez sur l'US dollar index, celui de FXM. Celui du marché, donc dont le mnémonique est DXY, US Dollar Currency Index, l'euro-dollar représente environ 55% de son évolution. Voilà, c'est juste ça la différence. Alors, stratégie de cassure sur le NZD USD, stratégie de breakout. Alors ça c'est pas comme ça, c'est break out. C'est le verbe anglais hein, qui signifie casser. Ça peut être aussi au baissier. Le NZD USD, son historique graphique montre que c'est pas une stratégie, c'est pas une paire de devises, en tout cas pas depuis 2 ans, qui est adaptée aux stratégies directionnelles lorsqu'on casse des niveaux horizontaux. Donc c'est ça les stratégies de cassure. Vous êtes en tendance haussière, on cache une résistance, c'est un signal d'achat, le marché est censé enchaîner quelques figures dans le sens de la tendance haussière. Mais souvent le NZD USD, quand il casse un support, c'est le point bas, et quand il casse une résistance, c'est le point haut, en tout cas à court terme. Ce qui signifie qu'en tendance haussière, mieux vaut acheter les retracements ou les supports, et pas les tout premiers supports. Il faut se laisser un peu d'amplitude, ça retrace parfois 70, ou parfois ça retrace 100%. Donc ce que je disais en fait sur le kiwi dollar, c'est que ça montre qu'on casse aussi des résistances là en daily, mais c'est du fait de la faiblesse du dollar US. Ce qui me dérange cette semaine, c'est que le marché envisage une baisse des taux de la RBNZ, mais c'est mercredi à 23 heures. En partant du principe que le dollar US serait sous pression les 3 premières sessions de la semaine, on peut envisager une remontée à 0,70, mais pas au-delà. C'est pour ça que je préfère un euro-dollar, qui n'est pas gêné par une décision de politique monétaire. Alors, visiteur, alors, cet argument de la météo est souvent mis en avant par le département du travail aux États-Unis. Pourquoi? Parce que, par exemple, on peut le constater récemment en France avec les inondations, dès lors qu'un phénomène climatique bloque le déplacement des salariés ou des agents économiques ou des recruteurs, les entretiens n'ont pas lieu, donc les décisions d'embauche ne sont pas faites, etc. À la base, une décision d'embauche, ça reste avant tout une rencontre entre une entreprise et un futur salarié. Et si ces personnes ne peuvent pas se rencontrer, on ne va pas au bout des contrats. Donc la question qu'on se pose, la question que soulève la BLS, elle a son estimation. C'est 73 000 postes qui n'ont pas été créés à cause de la météo. Donc ça veut dire qu'en fait, on les retrouverait le mois d'après. Mais ça, c'est son estimation. On verra. C'est pour ça que si elle a raison en juin, on a un rapport NFP qui nous envoie 300 000 créations d'emplois. Si elle a tort, on le saura dès le prochain rapport NFP.
Alors, le GBP Yen, on revient dessus tout de suite. Donc le GBP Yen, voilà, il a bien baissé. Moi, je pars du principe que c'est un range, donc l'avalement baissier en haut du range. On a fait 100% de l'extension de l'avalement. On rapproche ici des plus bas. Après, c'est vrai que ça reste sous pression, mais moi, autant vous dire que bon, voilà, je vois vraiment le range. Ici, weekly, 153,50, 164. Le GBP, je pense qu'à un moment ou à un autre, il va être acheté parce que je crois pas au Brexit. Donc c'est pour ça que le GBP Yen, d'un point de vue technique, je cesse d'être vendeur. Même si c'est une paire en yen, je cesse d'être vendeur, je pense que ça peut remonter du principe du GBP. Enfin, partant du principe de la force du GBP, là on commence à tenir ce niveau. Après, bon, j'irai pas jusqu'à envisager une stratégie positive. Mais simplement, euh, si vous avez vendu, bah, je pense que là on est sur un bon point pour prendre des bénéfices, quoi. C'est juste ça ce que je pense. Voilà, voilà. Alors, je vais aller sur les indices boursiers. Alors je commence par ce graphique qui est un graphique qui juxtapose les bougies journalières du S&P 500 et de l'Eurostoxx 50. Alors pour être plus précis, du CFD SPX 500 et du CFD EUSTX 50. Alors deux choses. Tout d'abord, à Wall Street, ça reste l'euphorie, ça plafonne tout en haut. Rien n'inquiète les investisseurs US, semble-t-il. Déjà, ils n'ont jamais cassé de support majeur, même quand nous, en février, on coulait. Hein. Ils ont toujours tenu 1800 points. Ça reste un range 1800-2140. Wall Street, si vous regardez bien en détail, depuis début du mois de juin, on fait des tout petits chandeliers, mais un range. Donc, c'est vrai que Wall Street, ils sont perchés. Ils sont peut-être à maintenant aidés un peu avec le repli du dollar US, qui donne un peu d'air peut-être. Bon, en tout cas, voilà, le S&P 500, 2080-2111. Il y a eu une réaction positive au fait que la Fed ne montera pas ses taux le 15 juin prochain, parce qu'elle ne le fera pas, c'est sûr. Elle ne le fera même pas en juillet. Elle ne le fera pas en juillet, pourquoi? Parce que pour le faire en juillet, déjà, est-ce que vous connaissez la date de juillet? En juillet, la date de sa décision de politique monétaire, je vais vous la donner tout de suite. C'est le... Ok.